L'élection de Donald Trump en tant que président des États-Unis a propulsé le prix du Bitcoin de 67 000 $ en novembre 2024 à 110 000 $ en janvier 2025. Et depuis son investiture le 20 janvier, le marché crypto a essuyé une chute spectaculaire. Certaines cryptos perdant jusqu'à 80% de leur valeur du mois de décembre 2024. Tout cela en quelques semaines. Aujourd'hui marque la fin des 100 premiers jours de la présidence de Trump. Alors quel premier bilan pouvons-nous tirer de son exercice? Qu'a-t-il fait concrètement pour la crypto ou pour l'économie? Eh bien c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut, moi c'est Jay, nous sommes le mercredi 30 avril 2025 et aujourd'hui on va faire une vidéo un peu différente de celle habituelle. On va faire un bilan des 100 premiers jours de la présidence de Donald Trump. Alors est-ce que t'es prêt? On va commencer. Et j'en profite pour te rappeler que si mes vidéos te sont utiles, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Alors ce matin, il n'y avait pas beaucoup de news, par contre je suis tombé sur un super article de Aaron Wood du Cointelegraph. D'ailleurs Cointelegraph c'est là-dessus que je prends la plupart de mes news tous les jours et que je vous les traduis et que je vous les partage dans mes vidéos quotidiennes. Quand j'ai lu cet article, je me suis dit qu'il serait super intéressant que je vous le partage également. Alors il est en anglais mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous traduire. Alors, les 100 premiers jours de la présidence de Donald Trump ont été qualifiés des pires 100 premiers jours de l'histoire présidentielle moderne par l'ancien directeur de la communication de la Maison-Blanche, Anthony Scaramucci, dans un interview accordé au Cointelegraph. Et d'ailleurs, quand on regarde, on voit même un petit comparatif du cours du SP500 suite aux 100 premiers jours de chaque présidence, depuis Bush en 2001. Et effectivement, à part Bush en 2001 qui avait fait presque aussi mal, le SP500 se portait généralement plutôt bien. Regardez Obama en 2009, quasiment plus 10%. Obama en 2013, pareil. Même Trump en 2017, il était aux alentours des plus 5%, Biden aux alentours des plus 10% sur le SP500 suite aux 100 premiers jours. Mais là, avec Trump, en 2025, on est passé quasiment à moins 20%. Et là, on se situe à peu près à moins 8% par rapport à son investiture. Lui qui voulait, soi-disant, redresser l'économie américaine, pour l'instant, c'est plutôt pas jojo. Alors, on revient sur l'article. Il nous dit que les 100 premiers jours de l'administration du président Donald Trump ont profondément impacté l'industrie des crypto-monnaies, débutant avec son propre maincoin et culminant avec une réserve de Bitcoin et une série de politiques liées à la blockchain. La guerre commerciale de Trump contre le reste du monde a eu l'impact à court terme le plus significatif sur les marchés crypto. Prix des crypto-monnaies ayant fluctué au milieu des inquiétudes macroéconomiques et de l'incertitude. La hausse des prix des équipements électroniques signifie que les mineurs de Bitcoin rencontrent des difficultés à atteindre le seuil de rentabilité, tandis que les préoccupations liées à la dédollarisation se multiplient. Malgré cela, les marchés crypto ont montré une certaine résilience et des raisons d'optimisme grâce aux politiques favorables aux crypto-monnaies de l'administration. Plusieurs leaders pro-crypto ont été nommés à la tête d'agences gouvernementales clés, notamment la Security Exchange Commission et la Commodity Futures Trading Commission, la CFTC. Le cadre réglementaire tant attendu par l'industrie crypto est également imminent. Les 100 premiers jours de Trump ont apporté des changements remarquables pour l'industrie des crypto-monnaies et il semble que ce ne soit qu'un début. Voici un aperçu de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Alors le 20 janvier, alors que Trump prêtait serment dans la rotonde du Capitole, l'entreprise d'investissement crypto de sa famille, la World Liberty Financial, a lancé sa deuxième vente de jetons WLFI. Une demande massive a fait grimper les prix initiaux, bien que la véritable valeur des jetons, si elle existe, reste à déterminer, car les jetons WLFI ne sont actuellement pas transférables et ne peuvent pas être échangés sur aucune plateforme. Ce même coin a marqué le coup d'envoi de l'agenda crypto de Trump, qui a bénéficié d'un soutien sans précédent dans l'industrie à Washington DC, tout en suscitant de nombreuses préoccupations morales et éthiques parmi les observateurs et les législateurs. Alors dans l'article, ils oublient de préciser que 2 jours avant l'investiture, Trump a sorti son meme coin Trump, du même nom. Il a fait exploser pendant le week-end, passant de quelques dollars à 65 $, que quelques jours après, il se retrouvait en dessous des 10 $. Le plus gros rug pull de l'histoire des crypto-monnaies. Bon, j'exagère, mais c'est parce que celui-là, il a été initié par le président des États-Unis et qu'il était complètement public. Et le pire, c'est qu'il en est pas du tout inquiété. Pendant ce même week-end, je le rappelle, étant donné que le token Trump fonctionnait sur la blockchain Solana, Solana atteignait un prix record de 300 $ par token. Bon, il a bien chuté depuis. Alors toujours le 20 janvier, le président des États-Unis donne le ton pour plusieurs régulateurs fédéraux, y compris ceux qui supervisent les crypto-monnaies. Trump s'est immédiatement attelé à nommer plusieurs avocats et hommes d'affaires pro-crypto à la tête de la SEC, de la FTC et d'autres agences fédérales cruciales. Trump a nommé l'homme d'affaires Paul Atkins pour diriger la SEC dès le premier jour de sa présidence. Atkins a remplacé Gary Gensler, perçu par beaucoup dans l'industrie crypto comme un ennemi de l'adoption et du progrès dans l'industrie. Également, le premier jour, Trump a nommé l'homme d'affaires et investisseur crypto David Sachs à tête du conseil présidentiel des conseillers sur la science et la technologie, appelle également le tsar de la crypto et de l'IA. Atkins a été confirmé par le Sénat que le 9 avril et a prêté serment le 21 avril. Autant, Trump a également désigné l'ancien commissaire de la FTC et partisan des crypto-monnaies, Brian Quintens, pour diriger cette agence. Alors là, on voit un petit peu toutes les personnes qu'il a nommées autour de lui et qui sont pro-crypto. On avait Elon Musk, président du Doge, Paul Atkins, on a vu, Scott Bessent, qui est le secrétaire au Trésor, Brian Quintens, qui est le directeur de la CFTC, on vient de le voir, Howard Lutnick, secrétaire au commerce, David Sachs, crypto tsar, et Caroline Pham, qui est le bras droit de Brian Quintens à la CFTC. Et alors, le 21 janvier, lors d'une conférence de presse, Trump a annoncé un investissement privé de 500 milliards de dollars
dans une infrastructure d'intelligence artificielle appelée Stargate. Le président a affirmé que ce projet, dirigé par OpenAI, créateur de ChatGPT, SoftBank et Oracle, créerait environ 10 000 emplois américains. Trump a déclaré que les États-Unis devaient être le leader mondial dans l'innovation en IA et maintenir le développement sur leur territoire. La Chine est un concurrent, d'autres le sont aussi. Nous voulons que cela se passe dans ce pays et nous le rendrons possible, a-t-il dit. OpenAI a affirmé que ce projet soutiendra non seulement la réindustrialisation des États-Unis, mais fournira également une capacité stratégique pour protéger la sécurité nationale de l'Amérique et de ses alliés. Toujours le 21 janvier, Trump a annoncé sur Truth Social avoir appelé la famille du fondateur de Silk Road 2.0, Ross Ulbricht, après avoir commué sa peine. Après son arrestation en 2013, Ulbricht a été condamné à la prison à vie en 2015 sans possibilité de libération conditionnelle pour son rôle dans la facilitation du trafic de narcotiques et d'autres substances illicites. Le cas d'Ulbricht est devenu un point de ralliement pour les mouvements libertariens et les défenseurs de la réforme pénitentiaire. Partisans des crypto-monnaies d'orientation libertarienne ont soutenu Ulbricht, plateforme étant l'un des premiers endroits où l'on pouvait réellement dépenser des bitcoins. Défenseurs des crypto-monnaies ont soutenu Ulbricht, beaucoup estimant qu'il n'avait rien fait de mal. Donc il a tenu promesse puisque la libération d'Ulbricht était l'une des nombreuses promesses de campagne de Trump envers la communauté crypto. Le 23 janvier, interdiction du dollar numérique et création d'un groupe de travail crypto. Un décret exécutif, Trump a créé un groupe de travail interne chargé de faire des États-Unis la capitale mondiale des crypto-monnaies. Le décret interdit également l'établissement, l'émission, la circulation et l'utilisation d'une monnaie numérique de banque centrale, CBDC, américaine. Je rappelle, c'est l'opposé de ce qu'est en train de faire l'Europe. L'Europe est en train de créer un euro numérique centralisé. Oui, parce qu'un CBDC, en fait, c'est une monnaie numérique centralisée. Puisque du dollar numérique, il en existe déjà, de l'USDT, de l'USDC. Ce sont des monnaies qui sont adossés au dollar, mais qui ne sont pas détenus par les banques ou par des gouvernements. Et les CBDC sont un sujet très controversé dans la communauté crypto. De nombreux activistes de la vie privée affirment qu'elles constituent une autre forme de surveillance étatique et de contrôle gouvernemental. L'enthousiasme des banquiers centraux pour leur création a encore accentué l'opposition de la communauté crypto, plus libertarienne. Et donc Trump et les États-Unis optaient pour l'option libertarienne, à l'inverse de l'Europe. Alors, 1er février, début de la guerre commerciale avec des tarifs sur le Mexique, la Chine et le Canada. L'une des promesses de la campagne de Trump était de corriger les mauvaises affaires que les États-Unis avaient avec plusieurs de leurs plus anciens alliés et partenaires commerciaux les plus importants. Un peu plus d'une semaine après son investiture, Trump a annoncé des tarifs douaniers massifs sur le Canada, le Mexique et la Chine, invoquant des préoccupations de sécurité aux frontières et la prétendue prolifération du commerce transfrontalier de fentanyl en provenance de ces pays. Même jour, le Canada a annoncé des mesures de rétorsion. 3 février, le Mexique a promis de renforcer la sécurité de sa frontière nord, répondant aux demandes américaines pour des patrouilles accrues. Cela a conduit Trump à annuler ses plans tarifaires initiaux sur ces deux pays. Ces tarifs hostiles, inattendus de la part d'un partenaire et allié proche, ont fait chuter les prix des actions et des crypto-monnaies. Ils ont marqué le début de l'incertitude macroéconomique qui caractérise les premiers jours de l'administration Trump. Alors là, on a une petite infographie où on voit toute l'évolution de la guerre des tarifs. Je ne vais pas tout vous la refaire, je vous l'ai déjà fait dans une vidéo précédente, mais l'apogée de cette guerre des tarifs, ça a été le Liberation Day, le 2 avril dernier. Là, c'était l'hécatombe sur les marchés, hein. Franchement, que ce soit le Nasdaq, le SP500 ou le Bitcoin, tout a chuté. Alors, je vous parle même pas des altcoins, hein. Alors ensuite, le 12 février, Alexandre Vinnik, le blanchisseur d'argent condamné qui a transféré des Bitcoins volés lors du célèbre piratage de MTGOX, via sa plateforme d'échange crypto BTC-E, est retourné dans son pays natal, la Russie. Vinnik a plaidé coupable à des accusations de complot de blanchiment d'argent en 2024. BTC-E a traité plus de 9 milliards de dollars de transactions et compté plus d'1 million d'utilisateurs dans le monde, dont beaucoup aux États-Unis. Vinnik a été échangé contre l'enseignant américain Mark Fogel, qui a enseigné à l'école anglo-américaine de Moscou et était emprisonné en Russie depuis 2021 après avoir été arrêté pour possession illégale de cannabis. Le 18 février, dans une interview avec The New York Sun, l'ancien PDG de la plateforme d'échange crypto aujourd'hui disparu FTX, Sam Bankman-Fried, a abordé ses contributions politiques controversées, déclarant que le parti républicain était toujours bien plus raisonnable. Bankman-Fried, ou SBF, avait fait des contributions très médiatisées au Parti démocrate alors qu'il tentait apparemment d'influencer l'approche des décideurs démocrates envers l'industrie des actifs numériques. Il a ensuite été révélé que SBF jouait sur les deux tableaux, faisant des dons significatifs aux républicains, bien que le montant exact reste inconnu. Dans l'interview, SBF a comparé sa situation à celle de Trump, affirmant qu'il avait été injustement traité par le système judiciaire pénal. SBF a remis en question le comportement du juge fédéral qui supervisait son procès, le juge Lewis Kaplan. Cite, « Je sais que le président Trump a eu beaucoup de frustration avec le juge Kaplan, moi aussi, certainement, a-t-il déclaré. » Les observateurs ont vu cette interview comme une tentative d'obtenir une grâce de Trump. Roger Ver, un des premiers défenseurs du Bitcoin qui fait face à des accusations criminelles d'évasion fiscale, a fait une demande explicite. Ensuite, le 7 mars, 46e jour de la présidence de Trump, il a signé un décret exécutif établissant une réserve stratégique du Bitcoin. Trump avait fait de grandes promesses sur l'adoption de crypto-monnaies pendant sa campagne, y compris la possibilité d'une réserve de Bitcoin tant attendue. Cependant, la réserve américaine n'a pas répondu aux attentes des maximalistes de Bitcoin, puisque plutôt que de créer un plan concret pour que le gouvernement américain achète et détienne des Bitcoins, elle
Elle a simplement créé une réserve unique pour regrouper tous les bitcoins saisis par le gouvernement lors des procédures criminelles. Bien que le décret stipule que le gouvernement peut acheter des bitcoins supplémentaires, cela doit être fait de manière neutre sur le plan budgétaire. Parallèlement à la réserve de bitcoin, Trump a également établi un stock d'actifs numériques américains contenant d'autres crypto-monnaies telles que l'Ether, Solana, Ripple et Cardano. Toujours le 7 mars, les leaders de l'industrie crypto se sont rendus à Washington pour une réunion à la Maison-Blanche afin de discuter d'un large éventail de sujets liés à la réglementation des crypto-monnaies et au développement de l'industrie aux États-Unis. Parmi les participants figuraient le président exécutif de Strategy, Michael Saylor, PDG de Coinbase, Brian Armstrong, Tsar Crypto, David Sachs. Bien que certains participants, comme le cofondateur de Chainlink, Sergei Nazarov, se soient montrés optimistes quant à l'accent mis par l'événement sur le renforcement de l'industrie crypto-américaine, certains grands noms du secteur, absents de la liste, étaient moins impressionnés. Co-fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, pas assisté à l'événement, a noté dans une vidéo en direct que le vrai changement, c'est-à-dire la législation, doit être effectué au Congrès. Tout le monde se concentre sur la Maison-Blanche parce que c'est simple et facile à faire. Et même si nous, en tant qu'industrie, voulons que ce soit un processus court, ce sera en réalité un processus long et méthodique, a déclaré Hoskinson. Ensuite, le 25 mars, la WLFI a élargi son offre avec le lancement en douceur de son stablecoin USD1. Ce jeton 100% adossé à des obligations du gouvernement américain à court terme, des dépôts en dollars américains et d'autres équivalents de trésorerie, a été lancé sur les réseaux Ethereum et BNB Chain. L'annonce du lancement du jeton est survenue quelques jours après que la WLFI a sécurisé plus de 500 millions de dollars en vendant ses propres jetons WLFI. 500 millions de dollars qui sont probablement récoltés avec la vente des tokens Trump qu'ils ont effectués au début de la présidence. Ah, ça, l'histoire ne nous le dit pas. Hein. D'ailleurs, des législateurs américains ont par la suite appelé à une enquête éthique sur la WLFI, citant la capacité du président à influencer la politique des stablecoins comme un conflit d'intérêts majeur avec le projet. Et alors le 2 avril, jour de la libération, en renforçant sa politique commerciale belliqueuse, Trump a imposé des tarifs sur tous les partenaires commerciaux des États-Unis lors de ce qu'il a surnommé le jour de la libération. Lors d'un événement spécial à la Maison-Blanche, Trump a signé un décret exécutif imposant des tarifs réciproques sur tous les pays ayant des tarifs sur les biens américains, commençant à un minimum de 10%. Les marchés ont enregistré une vague de rouge à la suite de ce décret et de nombreux observateurs économiques ont exprimé des inquiétudes concernant une récession imminente. Les mineurs de crypto-monnaies basés aux États-Unis ont été encore plus pressurisés, leurs coûts d'exploitation notamment pour l'achat de nouveaux rigs de minage ayant considérablement augmenté. L'ancien directeur de la communication de la Maison-Blanche, Anthony Scaramucci, a déclaré à Cointelegraph « Je dirais qu'il a connu les pires 95 jours de l'histoire présidentielle moderne. Les marchés se sont un peu redressés, mais nous avons perdu 9 trillions de dollars sur le marché boursier. Nous avions une économie en croissance qui se dirige maintenant vers une récession de taille moyenne, peut-être une récession sévère. » Il a ajouté que Trump avait déclaré une guerre commerciale sans véritable armement et avait ensuite menti sur le progrès, affirmant que la Chine tentait de négocier. Les mensonges, ça va, tout le monde accepte qu'ils sont un menteur congénital, mais quand vous déclarez la guerre aux gens et que vous mentez ensuite, c'est vraiment grave. Ensuite, le 25 avril, un dîner à 300 000 dollars par assiette pour les détenteurs du même coin Trump suscite des appels à la destitution. Principaux détenteurs du même coin de Trump auraient eu l'opportunité de dîner avec le président, ravivant les préoccupations concernant son projet crypto et incitant un législateur américain à soutenir une destitution. Lors d'une réunion publique dans son état natal, la Géorgie, le sénateur démocrate Jon Ossoff a déclaré qu'il soutient fortement la destitution. Quand le président en exercice des États-Unis vend un accès pour ce qui équivaut à des paiements en direct à lui-même, il ne fait aucun doute que cela atteint le niveau d'une infraction passible de destitution, a-t-il affirmé. Des rumeurs sur les réseaux sociaux affirmaient que 300 000 dollars permettraient aux détenteurs de jetons d'obtenir une audience avec le président, une affirmation que l'administration Trump a ensuite démentie. Mais du coup, en fait, ça a quand même relancé l'engouement pour le token Trump, puisque les gens se sont imaginés que s'ils détenaient du Trump, ils auraient une chance d'être tirés au sort pour dîner avec le président. D'ailleurs, je vous le montre sur la courbe du token. Le jour de l'annonce du dîner, le token prend plus 100%, plus 97%, donc x2. Alors ça, si c'est pas de la manipulation. Et enfin, l'article dit que les 100 premiers jours de la présidence de Trump ont apporté des changements sans précédent à l'industrie des crypto-monnaies. Simultanément, ils ont ouvert la voie à une critique accrue et à des controverses. Les liens personnels du président avec des projets blockchain soulevant des questions éthiques. Ces controverses pourraient mettre en péril les efforts de l'industrie pour faire évoluer le Congrès. Selon Scaramucci, qui a déclaré Trump a tellement enflammé les choses qu'il a rendu la législation sur les stablecoins encore plus difficile à mettre en place. La loi Stable Act, qui vise à établir des garde-fous pour l'émission des stablecoins aux États-Unis, a été présentée à la Chambre des représentants le 26 mars et a passé un vote en commission le 3 avril, malgré l'opposition des démocrates imminent. Le projet de loi sera bientôt soumis à un vote général avant d'être envoyé au Sénat. Bon, pour conclure, rien de plus simple que de regarder la charte du Bitcoin. Ici, on a les élections US. Donald Trump est élu, le prix du Bitcoin explose. Pourquoi ? Parce que les gens ont énormément d'attentes, vu que Donald Trump a fait énormément de promesses par rapport à l'écosystème crypto. Le problème dans tout ça, c'est que les attentes étaient beaucoup trop élevées, et Donald Trump ne pouvait que décevoir. La preuve, c'est que son investiture qui a eu lieu le 20 janvier représente exactement le top du marché. Depuis, le Bitcoin a drastiquement chuté, avec un point culminant, ou l'inverse d'un point culminant, juste après
le jour de la libération. Le Bitcoin retouchait les 74 000 $, quasiment son niveau pré-élection. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens avaient beaucoup d'attentes, que Trump, lui, évidemment, il dépend du Sénat, il ne peut pas, même si en tout cas il dit qu'il a envie, il ne peut pas faire bouger les choses tout seul, il est obligé d'avoir le vote du Sénat. Et tant que le Sénat n'a pas voté, évidemment, rien ne se fait. Pareil, il promet une réserve stratégique de Bitcoin, mais en réalité, il va pas en acheter. Du coup, il n'y a pas de pression acheteuse sur le cours. Du coup, ça n'incite pas non plus les autres pays à acheter, tel que les gens espéraient. Ensuite, il a beau nommer des spécialistes de la crypto au sein de son administration. Concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Rien du tout. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent pas. Encore une fois, il faut qu'il y ait le Sénat derrière qui valide avant que des lois puissent passer. Donald Trump peut signer tous les décrets qu'il veut. Si derrière le Sénat ne valide pas, on n'avance pas. Donc il était évident que les actions de Trump allaient décevoir. Et ça s'est ressenti sur le marché. D'abord, ça a été les déceptions. Ensuite, avec son histoire des trade wars, ça a continué à enfoncer le clou. Et là, je vous montre le Bitcoin qui se porte plutôt bien, qui est déjà bien remonté. On est sur les 95 000 $ aujourd'hui. Et si on regarde l'Ethereum, regardez-moi ça. L'Ethereum, il n'arrive pas à s'en remettre. L'investiture de Trump, c'était ici. Donc l'Ethereum valait 3 500 $ quasiment. Puis on est descendu à 1 380 $. On a presque été divisé par 3. Bon, j'exagère un petit peu. Par 2,5. Et depuis, on peine à remonter, quoi. Alors que Bitcoin est à 95 000 $, Ethereum a du mal à se maintenir au-dessus des 1 800 $. Et je vous passe les altcoins, parce qu'il y en a certains qui font vraiment pas plaisir à voir. Enfin, tout ça pour conclure sur un adage qui est très commun en crypto, mais également en finance. Buy the rumor, sell the news. Achète la rumeur et vends la nouvelle. En gros, il fallait effectivement acheter des cryptos juste aux élections US. Une fois l'investiture de Trump, c'est-à-dire que c'est la nouvelle, c'est-à-dire ça y est, il prend possession du pouvoir, là, il fallait revendre. Pourtant, c'est un adage qui est connu, c'est connu. Mais non, on a voulu y croire, on s'est dit on va vivre un cycle aussi explosif que 2021. C'est le début du bull run. Pourquoi vendre après un mois seulement alors qu'un bull run, généralement, ça dure 1 an? Trump nous a bien pété les dents. Enfin, ça ne change rien au fait que le Bitcoin, ce soit une invention extraordinaire. Je vois le Bitcoin à plusieurs centaines de milliers de dollars, voire plusieurs millions dans les 10 à 15 prochaines années, que sinon je ne serais pas là en train de vous faire des vidéos à ce sujet. Et c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire. Lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Allez, cheers!